Alaikum, je me présente, Ilyes Bensrel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma toute première vidéo qui portera sur la physiopathologie de l'hypertension portale. Donc cette vidéo a pour but d'expliquer ce qui n'a pas été expliqué et d'attirer votre attention sur les points importants. Donc à certains moments, je passerai certains détails ou alors il y aura de la redite. Quand je passe des détails, ça veut dire qu'il y a d'autres planches un peu plus loin qui sont dédiées à l'explication de ce point-là. Donc, bismillah. Alors, la définition de l'hypertension portale. Déjà, l'hypertension portale, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au tronc porte, d'accord, ou à la veine porte, qui est, donc je vais vous faire un petit schéma ici de rappel anatomique qu'on verra aussi après. La veine porte, ici, d'accord, ici on a la veine porte, elle est constituée par quoi? Elle est constituée par la veine splénique, ici la veine mésentérique inférieure, et ici la veine mésentérique supérieure, qui vont se rejoindre et former la veine porte. Ces trois veines proviennent de différents segments du tube digestif et qui vont rapporter le sang, donc le sang veineux, des différents segments du tube digestif qui sera gorgé en nutriments. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mange, donc on ingère un bol alimentaire, on va avoir des aliments qui vont être digérés, ces nutriments vont être absorbés au niveau de l'intestin entre autres, et on va avoir un passage de ces nutriments au niveau du sang veineux qui va remonter par la veine porte. La veine porte va passer par le foie, soit pour stocker, soit pour métaboliser, ou alors pour détoxifier. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on prend par exemple un médicament, on a besoin d'un passage hépatique pour la détoxification. Ok? Très bien. Donc, l'hypertension portale se définit comme une élévation de la pression portale. Nous, on sait que le système à basse pression, d'accord, il comporte les veines. Donc, normalement, la pression doit être basse dans cette zone-là. Donc, dans le cas de l'hypertension, on peut la définir par deux trucs. La première chose, c'est une augmentation de la pression supérieure à 15 mm de mercure. Après, on verra les valeurs normales. Mais nous, on s'intéresse à la physiopathologie. Donc, ici, on a la valeur supérieure à 15 mm de mercure qui signifie pathologie, hypertension portale. Ok? Donc, notion importante à retenir pour l'examen. Ou alors, une élévation de la différence de pression entre les territoires porte et le territoire cave. Alors, on va terminer notre joli dessin ici. Ici, on dessine la veine cave inférieure. Ok? Alors ici, la veine porte, elle va rentrer au niveau du foie par le hile hépatique, où elle va bifurquer en veine droite et veine gauche. Et ensuite, elle va se séparer parce qu'on aura un véritable réseau qui va traverser tous les lobules, d'accord, pour pouvoir approvisionner en sang les différents hépatocytes. Et ensuite, une fois que le sang aura fait ses différents passages à ce niveau-là, on va avoir trois veines, d'accord? On parle de veine sus-hépatique, donc la partie haute, avec la veine sus-hépatique gauche, droite et moyenne, qui vont se réunir pour se jeter au niveau de la veine cave inférieure. Donc cette veine cave inférieure et la veine porte, elles ont des pressions. Si la différence de pression entre le territoire porte et le territoire cave est supérieure à 5 mm de mercure, on est sur une hypertension portale. Donc c'est deux notions assez importantes à retenir et assez simples parce qu'ici on a 15, ici on a 5. Donc voilà. L'hypertension portale peut être globale, d'accord, si ça touche tout le tronc, ou alors ça peut être segmentaire si on a uniquement un segment qui va être atteint par soit une obstruction, soit un thrombus, soit une raison X ou Y, d'accord? Je détaille pas trop ici parce qu'on va y revenir après. Donc, là, on est sur les particularités, donc on va aller un petit peu rapidement, c'est des choses que normalement vous connaissez. L'explication et le gros du cours et les questions, c'est surtout dans la seconde partie qui nous détaille la physiopathologie. Ok? Donc la vascularisation hépatique, on a l'artère hépatique qui va nous amener le sang. Donc l'artère hépatique ici, qui va nous amener le sang riche en oxygène, et on a le tronc porte qui va nous amener, comme on l'a expliqué juste avant, les éléments nutritifs du tube digestif, d'accord? De différentes origines. On va voir ça après. Donc l'artère hépatique et la veine porte, on a une différence qualitative sur ce qu'elle nous apporte, oxygène ou nutriments,
Et on a aussi une différence quantitative de ces afférences, ok? Et là, on a une notion importante qui n'est pas dite ici, mais qu'il faut connaître, enfin qui est dite dans la planche d'après. Donc, la veine porte, elle nous assure 70% de la circulation, et l'artère hépatique 30%. Donc déjà, on a une afférence ou une vascularisation par la veine porte qui est, non, normalement ici il n'y a pas de S, qui est plus importante, ok? Mais là, on étudie le cas de la pathologie de la veine porte. Donc dans le cas où on a une veine porte qui n'assure pas correctement son rôle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une augmentation de ce pourcentage. On va passer de 30 à 50, à 70, etc. Pourquoi? Parce que ce système, donc cette artère hépatique, c'est un système artériel compensateur ou de suppléance. Donc dans le cas où la veine porte n'assure pas sa fonction, on va avoir une suppléance, une aide de l'artère hépatique. Donc on peut avoir une suppléance de cette artère, mais on ne peut pas avoir la même chose dans le sens inverse. Dans le cas où l'artère ne remplit pas correctement son rôle, la veine porte ne peut pas augmenter son débit. Ok ? On passe. Donc là, ça répète un petit peu ce qu'on vient d'expliquer. Une diminution du flux sanguin portal est compensée par une adaptation du flux sanguin artériel. D'accord? Donc là, comme vous le voyez, on a une flèche qui est dans un seul sens. Ça veut dire que ce n'est pas réciproque. Donc si le flux porte est diminué, le flux artériel augmente. Mais l'inverse n'est pas juste. Alors ici, on a une nouvelle notion qui est les capillaires sinusoïdes. Alors au niveau du lobule hépatique, qu'est-ce qu'on a? Qui est l'unité fonctionnelle du foie, il faut savoir ça, on va avoir les capillaires. Donc on a dit qu'on avait l'artère et la veine, donc l'artère hépatique et la veine porte. Et bien ces deux afférences vont venir se déverser au niveau d'une seule et même zone, c'est ce qu'on appelle le capillaire sinusoïde. Et ce capillaire sinusoïde va être entouré, si vous voulez, d'hépatocytes. De part et d'autre, on aura les hépatocytes. Donc c'est à ce niveau-là qu'on aura les échanges entre l'hépatocyte et le capillaire. Et c'est pour ça qu'on a des fenestrations. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire des fenestrations? Ça veut dire qu'on aura des petites brèches, okay, qui vont faciliter, si vous voulez, les passages des différents nutriments et autres, différentes substances. D'accord? Dépourvu de membrane basale. Alors ça, c'est une notion de QCM. Ça, il faut les retenir. Fenestration, on va y revenir après, on va le répéter, vous allez le retenir, Inch'Allah. Donc, ça, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, le système basse pression, pour rôle d'amener aux cellules hépatiques les nutriments, à travers le capillaire sinusoïde, d'accord, qui est fenestré et qui n'a pas de membrane basale. La pression qui règne dans le tronc porte à l'état physiologique, c'est de 7 à 12. Normalement, si vous avez une bonne mémoire et si vous êtes concentré avec moi, vous vous rappelez que tout à l'heure, on a dit que dans le cas de l'hypertension portale, on va avoir une pression qui sera supérieure à 15 mm de mercure. Okay. Le gradient de pression physiologique entre la veine porte et les veines sushépatiques est de 1 à 4 mm de mercure. Il est indispensable à la traversée du foie par le sang. Très bien. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure. Quand je vous ai fait le petit schéma avec le foie, bon, je n'ai pas très bien dessiné, je vous ai dit qu'on avait 3 provenances, d'accord, qui allaient former cette fameuse veine porte. On avait dit qu'on a la veine splénique, la veine mésentérique inférieure et la veine mésentérique supérieure. Et ici, c'est les différents segments qui vont être drainés par ces veines. D'accord? Donc on a l'intestin grêle, on a le côlon, le bloc duodéno-pancréatique, le côlon gauche, le rectum, la rate, le segment gauche, nanana. Donc ça, c'est des choses à retenir, à apprendre. Il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dessus, à part que on a une sommation de ces 3 veines qui forment la veine porte. Donc là, vous avez un schéma avec ici la veine splénique, la veine mésentérique inférieure qui forme ici ce qu'on appelle le tronc spléno-mésaraïque. Et on vient ajouter à tout cela la veine mésentérique supérieure pour former la veine porte. Ici, on a le île hépatique. D'accord? Voilà. Divise en branche droite et branche gauche. Donc voilà la branche droite et la branche gauche. Ok. Là, détail important. Alors important pour vous en tant que médecin. On a passé l'examen de neuro il n'y a pas longtemps. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez que le débit sanguin cérébral, on avait dit qu'il était à peu près de 0,75 litres par minute. Et ici, on est à 1,5 litres. Donc pour le cerveau, on était à 0,75 litres. Et là, on est à 1,5 litres par minute. Donc, c'est conséquent. Ok ?
La matrice extracellulaire. Alors la matrice extracellulaire, on va le voir dans le diapo juste après, c'est le tissu de soutien, si vous voulez. Le tissu de soutien qui va avoir un rôle primordial dans tout ce qui concerne la vie des hépatocytes, que ce soit la communication, la migration, la différenciation, la croissance, etc. D'accord? Mais c'est ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout ça. Pourquoi? Parce que ce tissu de soutien, il va prendre le pas sur les hépatocytes lors d'affections. On va expliquer tout ça. Alors lorsqu'on a une affection chronique, d'accord, par exemple une cirrhose ou une infection, on a, si vous voulez, une inflammation. Cette inflammation, elle peut détruire les hépatocytes. Lorsqu'elle détruit les hépatocytes, il faut savoir que c'est ce qui constitue le tissu fonctionnel. La fonction remplie par le foie est remplie non pas par la matrice extracellulaire, mais par les hépatocytes. Tout ce qui est métabolisme, détoxification, nanana, ok? Donc, on va avoir destruction de ces hépatocytes et vu qu'on doit remplir le vide, on doit réparer ce qui a été cassé, on va avoir une augmentation de la matrice extracellulaire au profit, aux dépens de ces hépatocytes. Et comme vous le voyez ici on a les composants, les constituants de cette matrice extracellulaire. Alors il faut les retenir, l'acide hyaluronique, le collagène, protéoglycane, élastine, glycoprotéines. Pourquoi? Parce qu'après on va le voir, on a ce qu'on appelle les marqueurs de fibrose. Quand on a une fibrose trop importante, on va pouvoir retrouver ces différents éléments. D'accord? Ici, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. On est sur un tissu d'échafaudage du foie. C'est le pilier. Ok? Là, on est encore sur les rappels. On était encore sur les rappels anatomiques. Maintenant, on passe au vif du sujet qui est le mécanisme physiopathologique. Alors, comme je vous disais juste avant, lors d'une agression chronique, on a une destruction des hépatocytes au profit de l'augmentation des constituants de la matrice extracellulaire. Donc, on peut répéter, ça ne fait pas de mal. On a une infection qui va provoquer donc une infection, qui va provoquer une inflammation. Cette inflammation va se faire suivre par une cicatrisation. Et cette cicatrisation, donc dans tout ce processus, on peut avoir une destruction des hépatocytes. Donc les hépatocytes vont mourir. La cicatrisation, ça va être de la fibrose. D'accord? Et cette fibrose, c'est de la matrice extracellulaire. D'accord? On va aussi avoir autre chose. On va avoir des dépôts. Alors, des dépôts de cette fibrose qui va venir se déposer au niveau des sinusoïdes. On va le voir juste après. Mais gardez ça à l'esprit. Donc on a une rupture de l'équilibre entre la fibrinolyse et la fibrose. Donc voilà, fibrogénèse, donc beaucoup plus importante que la fibrinolyse. Ok? Donc, là c'est un peu de la redite de ce qu'on vient d'expliquer, mais c'est pas grave. Donc on a une hépatopathie chronique, par exemple la cirrhose, qui est l'un des cas les plus fréquents, une réponse de la matrice extracellulaire aux agressions, fibrose pathologique, et là, c'est là que se produit la catastrophe. C'est le remodelage architectural. Alors, vous avez sans doute remarqué, Flaïd, que lorsqu'on mange le foie, ou alors lorsqu'il est encore cru, on remarque cette consistance un peu élastique. Cette consistance élastique est très importante parce qu'on a besoin d'avoir un tissu qui est malléable. Okay? Dans le cas du remodelage dû à une fibrose, on va avoir une induration. Et cette induration n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on va avoir déjà une diminution de la perméabilité des sinusoïdes. Alors tout à l'heure, rappelez-vous du dessin qu'on a fait, l'artère hépatique, la veine porte, qui se jette au niveau du capillaire sinusoïde. Okay? On avait dit qu'il était fenestré, qu'il n'avait pas de membrane basale. Pourquoi? Pour favoriser les échanges avec les hépatocytes. Dans le cas d'un remodelage, on peut avoir déjà une induration, mais aussi un dépôt de fibrose à ce niveau-là, d'accord? Qui va donc gêner les échanges. Diminution de la perfusion hépatocytaire. Pourquoi? Parce que cette fibrose va venir, si vous voulez, comprimer ces vaisseaux. Donc on va avoir une diminution de la perfusion due à une hypertension.
ce tissu qui était à la base élastique et qui pouvait s'adapter avec vasoconstriction et vasodilatation va se retrouver dans un état de vasoconstriction dû au remodelage osseux de cette fibrose, d'accord, qui va venir, si vous voulez, écraser les sinusoïdes. Donc on a une augmentation des résistances intrahépatiques. Et c'est donc tout ça qui est responsable de l'augmentation de la pression du tronc-porte. Ok ? C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit, le problème, ça va être le remodelage. Le remodelage, donc avec une fibrose, lors d'une cirrhose par exemple, il va causer tous ces problèmes parce qu'il va diminuer la perméabilité, il va diminuer la perfusion hépatocytaire. Donc la perméabilité, on a dit plutôt qu'on allait avoir un dépôt, d'accord ? Donc une fermeture les fenestrations vont être comblées par cette fibrose et la perfusion hépatocytaire va être diminuée due à l'augmentation de la pression. Donc le sang ne pourra plus circuler correctement. D'accord ? Donc capillaire sinusoïde, rôle d'échange entre le sang et l'hépatocyte. Conséquence du remodelage, encore une fois, le remodelage sur les sinusoïdes, modification des cellules endothéliales sinusoïdes et perte de leur fenestration. Ok ? Donc tout à l'heure quand je vous les ai dessinés, c'était comme ça. Et bien la fibrose va venir, si vous voulez, colmater ça. Ok ? Là, dépôt de collagène. Tout à l'heure, on avait parlé des constituants. On avait dit qu'il y avait le collagène dans l'espace de 10. Donc ici, on a normalement les hépatocytes. Donc je vais vous faire ici le dessin normal. Et là, ça là, ici, c'est le pathologique. Donc, dans le cas normal, ici, on a ce qu'on appelle l'espace de 10, qui est un espace qui va séparer les cellules endothéliales des sinusoïdes avec les hépatocytes. Et bien cet espace va être comblé par du collagène, d'accord ? En plus des dépôts qui vont se faire de part et d'autre, d'accord ? Et on va avoir une rigidification des sinusoïdes. Donc c'est comme si vous voulez, qu'on avait une vasoconstriction à cause de cette fibrose, on va avoir comme l'effet d'une vasoconstriction. Et en réalité, va s'en suivre une vasoconstriction parce que le foie et le corps sont intelligents. Vu que le sang ne passe pas correctement, il décide de fermer ces vaisseaux et d'en ouvrir d'autres. Ok ? Donc, augmentation des résistances intra-hépatiques. Là, c'est un rappel anatomique sur le lobule qui est donc l'unité fonctionnelle. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici, on a l'artère hépatique, ici, on a la veine porte. Regardez, ils vont tous les deux venir se déverser au niveau du sinusoïde, du capillaire sinusoïde. Ok, ici, on a la veine centrolobulaire. Petite remarque pour votre culture générale. Donc ici, le déplacement du sang se fait dans ce sens-là. D'accord ? Donc il est centripète vers le centre. Et la bile, donc, qui va être sécrétée par les hépatocytes, aura un sens contraire. Donc du centre vers l'extérieur, on parle donc d'un sens centrifuge. Ok. Ok, donc là on vient à peu près d'expliquer ce qui va causer les problèmes. Maintenant, donc on a parlé de la cause, maintenant il faut parler des conséquences. Alors, premièrement, on va avoir les perturbations hémodynamiques. Donc hémodynamique, c'est ce qui va se passer sur les vaisseaux. On a ici au niveau hépatique et ici au niveau systémique, donc le reste de la circulation. Au niveau hépatique, augmentation du tonus vasculaire intrahépatique, vasoconstriction intrahépatique et baisse du débit sanguin sinusoïdal. Comme je vous l'ai dit, le foie est intelligent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a une diminution de la perfusion au niveau du foie, les échanges ne se font pas correctement, on a une induration. Donc, le foie, quitte à ne pas avoir une bonne circulation, il va procéder à une vasoconstriction intrahépatique et une baisse du débit, d'accord ? Pour que le sang, au lieu de se perdre ici, il va plutôt aller dans d'autres vaisseaux. Et c'est ce qu'on va voir dans le reste. Donc si on a une vasoconstriction au niveau hépatique, pour compenser ça, on va avoir une vasodilatation ou une vasoplégie. La vasoplégie, qu'est-ce que c'est ? C'est une dilatation permanente, d'accord ? Donc une vasoplégie systémique, une vasodilatation généralisée et une augmentation des débits sanguins régionaux.
l'augmentation du débit. Donc, si on a une vasodilatation et que le débit reste le même que lorsque les vaisseaux étaient à l'état normal, la pression va trop diminuer. On peut même se retrouver dans un état de choc, par exemple. Donc, il faut que ça suive. Au niveau structurel et hémodynamique, ce qui se passe, que ça soit au niveau systémique ou au niveau hépatique. Et là, c'est une petite planche qui vient résumer tout ce qu'on vient de voir. Donc, pour ce qui est structurel, la cirrhose, on a dit que c'était une fibrose. Donc, on va avoir une élimination, par exemple, de nos hépatocytes qui vont être remplacés par de la matrice extracellulaire. Donc, on parle de fibrose. On a une diminution du tissu fonctionnel aux dépens d'un tissu de soutien, de la charpente. Et on a donc un remodelage architectural. Ce remodelage, il va causer quoi? Une induration, d'accord? Mais aussi un engrainement des vaisseaux. Ok, on a expliqué que quand on a nos capillaires sinusoïdes, on va avoir non seulement ici, on a nos hépatocytes, et là, on a ce qu'on appelle l'espace de 10. À ce niveau-là, on va avoir du dépôt de collagène, mais on va aussi avoir ici un comblement de ces fenestrations par des dépôts de fibrose, ce qui fait que les échanges ne se feront pas correctement. Réduction de la microcirculation hépatique, compression des veines portes et artères hépatiques par les nodules de régénération. Pourquoi? Parce que cette fibrose, elle ne va pas se faire de manière aléatoire, mais elle va se faire par des nodules de régénération qui sont donc de la fibrose, donc des nodules de régénération fibrotique. Alors, à l'origine d'une diminution de la perméabilité sinusoïde, c'est ce qu'on vient de dessiner ici. Donc, tac. Baisse de la perfusion hépatocytaire. Pourquoi? Parce que le remodelage, déjà, il va causer, si vous voulez, une augmentation des pressions. D'accord? Et à côté de ça, on va avoir une vasoconstriction qui va provoquer, si vous voulez, une fermeture. Pas totale, bien sûr, mais à cause de l'augmentation de la pression, le sang ne pourra plus passer. Donc, une baisse de la perfusion hépatocytaire et une augmentation de la résistance vasculaire intrahépatique. Là, c'est ce qu'on va dire juste ici. Donc, on a expliqué que le foie était très intelligent. Quand il voit que les échanges et que le passage du sang ne se fait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir fermer, donc produire une vasoconstriction de ces vaisseaux. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'un agent vasoconstricteur. Donc, ici, on a une augmentation de la synthèse de l'endothéline 1 et une diminution de monoxyde d'azote qui est un vasodilatateur, logiquement. Si on veut une vasoconstriction, on ne va pas produire un vasodilatateur. Et les conséquences de tout ça, c'est quoi? On a une dérivation portosystémique. Donc ça veut dire que, à la place de passer par la veine porte qui n'est plus exploitable, on va essayer de créer des passages, des dérivations qui seront au niveau des différentes circulations systémiques. On va voir ça juste après. On a notamment des varices œsophagiennes, etc. Pour ce qui concerne la cite, alors ici c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a donc un engorgement de sang au niveau des vaisseaux. Le sang ne passe plus au niveau hépatique, donc des vaisseaux qui vont être gorgés de sang. Et qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation de la pression hydrostatique. Et nous, on sait qu'au niveau d'un vaisseau, on a deux pressions qui vont s'affronter. On a la pression oncotique qui est due aux différentes protéines, notamment l'albumine, et donc cette pression tend à garder le liquide dans le vaisseau. Et on a la pression hydrostatique qui tend à faire sortir le liquide du vaisseau. Donc augmentation de la pression signifie augmentation de la pression hydrostatique. Donc c'est une première cause, si vous voulez, pour avoir de l'acide. L'acide, c'est quoi? Donc l'acide, elle est définie comme la présence d'un liquide non sanglant dans la cavité abdominale. Ok? Donc ça, c'est le premier mécanisme qui va causer cet acide. Mais secondairement, vu qu'on a une insuffisance hépatocellulaire, donc les hépatocytes, soit ils ne remplissent pas leur rôle parce qu'on a un défaut de perfusion, ou alors ils ont été détruits par l'infection ou l'inflammation, on va avoir une diminution de toute la production des différentes protéines qui sont originaires du foie. Par exemple, l'albumine. Ok?
Et donc, si on a moins de protéines, la pression oncotique qui était censée garder le sang à l'intérieur des vaisseaux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer. Et donc, on va avoir une majoration de cette présence de liquide qui va sortir des vaisseaux vers le milieu extérieur et la cavité abdominale. Pour ce qui concerne la splénomégalie, c'est assez simple. Donc tout à l'heure, si vous vous rappelez du dessin qu'on avait fait, on avait dit qu'ici on avait une afférence provenant de la veine splénique. Donc la veine splénique, c'est en provenance de la rate. Et donc si on a un défaut de passage du sang de la rate vers le foie, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une augmentation de la taille de la rate par augmentation du sang à l'intérieur. Le sang ne peut pas s'écouler normalement et donc il va venir se collecter ou se réunir au niveau de la rate. Ok, donc on va avoir une splénomégalie congestive, donc augmentation de la quantité de sang au niveau de la rate. Alors ça, on l'a expliqué tout à l'heure, donc c'est un petit peu de redite aussi. Augmentation des débits sanguins régionaux, donc au niveau systémique suite à la vasodilatation. Synthèse accrue des molécules vasodilatatrices, le vasodilatateur étant le NO, d'accord. Augmentation des débits sanguins, donc tout ça, ça a déjà été expliqué, on passe. Ici, à peu près tout ce qui va se passer lors de la fibrose, qui va provoquer ensuite une hypertension portale, et on a détaillé les différents événements hémodynamiques, d'accord. Maintenant, on va voir ce qui va se passer ensuite. Donc, on a dit qu'on avait une vasoconstriction hépatique, une vasodilatation systémique, d'accord. Et tout cela va aboutir à la création d'anastomose porte-cave. Alors, porte-cave, qu'est-ce que ça signifie, les anastomoses porte-cave? Ça veut dire qu'on va avoir un lien qui va se créer entre le tronc porte et la veine cave, d'accord. Veine cave, normalement c'est la veine cave inférieure, on a une petite exception, on va y revenir après. Donc, anastomose porte-cave, on a deux systèmes, le système porte, comme on l'a dit, qui va drainer vers le foie le sang veineux du tractus digestif, et le système cave, dans le dessin de tout à l'heure, si on se rappelle, on avait donc ici la veine porte, qui au niveau du il s'est séparé en deux, puis ici on avait les veines sus hépatiques, qui se réunissent au niveau de la veine cave inférieure. Normalement, c'est comme ça. Donc le système cave, de manière générale, il va assurer le retour veineux de la circulation systémique. Tout ce qui est infradiaphragmatique est drainé au niveau de ce système. Mais ces deux systèmes communiquent entre eux via des vénules au voisinage des extrémités du tube digestif et des parois abdominales. D'accord? Ce sont les anastomoses porte-cave. On va les voir, il y en a quelques-unes. Ces anastomoses prennent toute leur importance quand le système porte ne permet plus au sang arrivant de l'intestin d'atteindre le foie. C'est le cas de l'hypertension portale. Ces anastomoses dérivent alors le sang vers le système cave. C'est très simple, on va expliquer tout ce qu'on vient de dire ici. Donc, lorsque la veine porte ne peut plus, pour une raison ou une autre, amener le sang qui est drainé du système ou du tube digestif vers le foie, qu'est-ce qui se passe? On va avoir la création d'anastomoses qui vont nous permettre de shunter, donc de ne pas passer, de passer par des chemins de dérivation vers la veine cave inférieure sans passer par le foie, qui n'est pas fonctionnel, qui ne permet pas ce transit, d'accord? Et ça à travers différentes anastomoses. Donc on parle d'anastomose porto-cave. Donc au lieu de passer par la veine porte, on va directement à la veine cave. Alors, l'hypertension portale est à l'origine d'une reperméabilisation des shunts porto-cave ou portosystémiques, normalement oblitérés. Alors, petit rappel de ce qu'on avait fait lors de notre unité cardio-pulmonaire, on avait parlé des phlébites ou des thrombopphlébites, et on avait expliqué que lorsqu'on avait un thrombus au niveau d'une veine périphérique ou profonde au niveau des membres inférieurs, on pouvait objecter au niveau de la jambe des varices. D'accord? Et les varices, qu'est-ce que c'est? C'est un vestige, c'est un reliquat. D'accord? Donc c'est un axe vasculaire qui était utile lors de l'embryogénèse, mais qui s'est ensuite refermé, qui s'est ensuite collabé parce qu'il n'était plus utile. Mais dans certains cas pathologiques, on va avoir
une reperméabilisation. Donc ce vaisseau va être reperméabilisé par du sang et donc va récupérer son ancienne fonction. D'accord? Élément important, donc c'est au niveau sous-muqueux. D'accord? Donc là, l'exemple que je vous ai donné, c'est donc les varices au niveau du membre inférieur. Et nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, on a les varices œsophagiennes. D'accord? Ces varices œsophagiennes sont au niveau du tiers inférieur de l'œsophage et aussi des fois au niveau du cardia. On va voir ça après, on va revoir un petit peu plus en détail avec des images de l'endoscopie. Je crois aussi qu'on a du scan et de l'écho. On va y revenir. D'accord? Donc ici, l'information à retenir, c'est que, par exemple, ces varices œsophagiennes sont au niveau de la sous-muqueuse œsophagienne. Ok. Donc sous l'effet d'une augmentation de la pression portale à l'origine, d'un gradient porto-cave ou porto-hépatique. Donc, ces vestiges, ces veines donc, qui étaient reliquats de l'embryogenèse, vont être reperméabilisés par l'augmentation de la pression, d'accord, qui va venir forcer le passage du sang à travers ces vaisseaux qui, comme je vous l'ai dit, étaient collabés. Donc, on a la création d'anastomoses, dont les varices œsophagiennes, on vient d'en parler. Ces varices, elles ont une légère particularité par rapport aux autres, parce qu'on va en voir d'autres ici. Eh bien, ces varices œsophagiennes, elles sont drainées par la veine azygos. Alors ça, il faut se rappeler de la première année, c'est encore moins évident. Cette veine azygos, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va drainer, elle va aider, si vous voulez, la veine cave inférieure, mais elle va venir se jeter non pas au niveau de la veine cave inférieure, mais de la veine cave supérieure. C'est un détail, mais c'est quand même important en tant que futur médecin de connaître ça. La veine azygos se jette au niveau de la veine cave supérieure, mais le principe est le même. On ne peut pas passer par le foie, donc on va avoir création, ou si vous voulez, reperméabilisation de ces varices œsophagiennes, et ces varices vont passer par la veine azygos. Donc ensuite, on a la veine cave. D'accord? Donc ici, porto-cave, on n'a pas précisé, porto-cave inférieur. Ok. Les anastomoses porto-cave, donc la dilatation aboutit aux différentes expressions cliniques de la dérivation hémodynamique causée par l'hypertension portale. Donc la dilatation systémique, elle va nous donner des expressions cliniques, des choses qu'on pourra observer. Donc pour les varices œsophagiennes, c'est vrai qu'on a besoin d'une endoscopie. Là, par exemple, on est à l'intérieur de l'œsophage et on voit ici, on a donc des varices avec un aspect qui n'est pas lisse, comme normalement ça devrait l'être. Ici, on a une circulation veineuse collatérale au niveau du ventre. On est donc sur une anastomose ombilicale, donc une circulation veineuse collatérale sous-cutanée. Les autres, c'est sous-muqueux, là on est dans le sous-cutané. Donc, anastomose péritonéo-pariétale acide, anastomose rectale les hémorroïdes, qu'on connaît. D'accord? Donc tout ça, ce sont des expressions cliniques de cette dérivation. Donc au lieu de passer par le foie, on va avoir une reperméabilisation de ces vaisseaux, qui sont des reliquats embryonnaires, et la reperméabilisation de ces vaisseaux va se manifester par ces différentes choses qu'on peut observer. Donc les varices œsophagiennes, les hémorroïdes, l'acide et la circulation veineuse collatérale sous-cutanée. Donc on aura des personnes avec des gros ventres et au niveau de ce gros ventre, on va avoir des veines périphériques, donc des veines sous-cutanées qu'on pourra observer. On arrive aux étiologies. Donc depuis tout à l'heure, on est en train d'expliquer que l'hypertension portale, elle est due à une augmentation de la pression au niveau du tronc porte supérieure à 15 mm de mercure, ou alors une différence porto-cave supérieure à 5 mm de mercure. On a expliqué par quel mécanisme. On a une destruction des hépatocytes, on a un remodelage de l'architecture avec une augmentation de la matrice extracellulaire aux dépens des hépatocytes, une induration, la formation de nodules de fibrose, d'accord, un
comblement des fenêtres au niveau des capillaires sinusoïdes, donc un comblement par le collagène aussi de l'espace de 10, donc qui va nous bloquer les échanges entre l'hépatocyte et les vaisseaux, etc., etc. Donc petit rappel, mais comment? Quelles sont les maladies? Pourquoi est-ce qu'on a ça et à quel niveau? Alors ici sur ce schéma, on peut voir qu'on a 3 niveaux d'atteinte. Soit un bloc infrahépatique, pardon, c'est ma première vidéo, hein, il faut être indulgent avec moi. Infrahépatique, d'accord, donc ici on est au niveau de la veine porte. Ça peut être un bloc intrahépatique et généralement ça sera une cirrhose, d'accord. La cirrhose, elle peut être d'origine soit due à la boisson, l'alcool, soit virale, donc l'hépatite B et C, ou on peut avoir un bloc suprahépatique et on verra le nom du syndrome. Donc le bloc infrahépatique, c'est à ce niveau-là, donc tout ce qui est sous le foie, en rapport avec une occlusion de la veine porte, entraînant une augmentation du diamètre de la veine porte en amont de l'obstacle secondaire à une thrombose. Donc si on a par exemple ici un caillot qui va venir thromboser la veine cave, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une dilatation en amont. Donc avant ce truc, on va avoir une augmentation du volume. Et ça, on va le voir après pour le diagnostic. Donc ça peut être dû à une thrombose de la veine porte, une invasion tumorale endoluminale, donc une tumeur à l'intérieur de la lumière, ou une compression porte extrinsèque. Donc si vous vous rappelez un petit peu de votre anatomie, normalement par là, on a le pancréas. Et dans le cas du cancer du pancréas, notamment le cancer de la tête du pancréas, on peut avoir une compression de la veine porte qui nous donnera donc une hypertension portale infrahépatique. Pour ce qui est intrahépatique, donc au niveau du foie en lui-même, on va avoir le plus souvent une cirrhose, qui est la première cause, c'est pour ça que depuis tout à l'heure on ne parlait que de ça, la première cause d'hypertension portale. Elle peut être d'origine virale, alcoolique, biliaire, etc. Alors, dans notre pays à nous, le plus commun c'est le viral, avec l'hépatite B et l'hépatite C, qui sont de transmission sanguine et sexuelle. En Europe, ça va être plutôt dû à l'éthylisme, donc l'alcoolisme. D'accord? Voilà. D'autres causes possibles, la sarcoïdose et la tuberculose, qui sont des maladies granulomateuses, d'accord, qui vont former, donc on a une inflammation, une destruction des hépatocytes, on l'a vu en anapathe, avec formation de fibrose et tout le schéma qu'on répète depuis presque 1 heure maintenant. Les schistosomiases, alors on a notre module de parasito. Donc les schistosomiases, ce sont des parasites, ce sont des vers, d'accord, qui vont aussi nous causer un bloc intrahépatique, infiltration hépatique des hémopathies malignes, etc. Mais vraiment les plus communes, c'est ceux-là. Ok, le bloc sushépatique, le syndrome de Budd-Chiari. Alors ce syndrome, on a le syndrome qui sera primitif ou secondaire. Le primitif, ça va être une thrombose des veines sushépatiques ou carrément du segment de la veine cave inférieure. D'accord? Pour parler du syndrome de Budd-Chiari, donc ici, je vais juste vous dessiner les veines sushépatiques. On doit avoir un obstacle qui va venir bloquer au moins 2 veines sushépatiques. D'accord? Donc là, par exemple, ça va être la gauche et la moyenne. Ou alors, il va venir carrément bloquer au niveau du segment de la veine cave inférieure. Et ici, on parle d'un syndrome de Budd-Chiari primitif, parce qu'on a une thrombose des veines. On peut avoir un syndrome secondaire, et dans ce cas-là, on a une obstruction extravasculaire, d'accord? Donc ça peut être, comme tout à l'heure on l'a expliqué, ça peut être dû à une croissance tumorale, ça peut être dû à différentes choses, mais qui n'ont pas lieu à l'intérieur du vaisseau. On a d'autres causes, encore une fois, ces causes sont les plus communes. Péricardite constrictive et l'insuffisance cardiaque droite. L'insuffisance cardiaque droite, qu'est-ce que c'est? On va avoir le sang qui est de retour au niveau du cœur, qui ne va pas s'écouler correctement, qui va stagner. Ce qui fait que tous les vaisseaux qui sont en amont
de ce ventricule va stagner. Et on sait qu'ici, on va avoir le foie. Et donc, on va avoir une augmentation de la quantité de sang au niveau du foie. On parle de foie cardiaque, d'accord? Et on pourra même observer le signe qu'on appelle le reflux hépato-jugulaire. Le reflux hépato-jugulaire, qu'est-ce que c'est? On va venir impliquer une pression au niveau du foie, d'accord? Et cette pression va laisser apparaître la veine jugulaire du même côté, ce qui fait que on a la certitude que tout ce réseau veineux est plein de sang parce qu'il ne s'écoule pas correctement à partir du ventricule droit. Ok, alors là c'est un rappel de ce qu'on vient d'expliquer. Les données cliniques. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, là par exemple on a une ascite et ici on voit les vaisseaux sous-cutanés. Donc circulation veineuse collatérale, visibilité anormale des veines sous-cutanées, voilà, lié au développement d'anastomose porto-cave, une ascite, voilà. Donc ça on l'a expliqué, on passe. Le diagnostic. Donc depuis tout à l'heure je vous baratine avec le diagnostic en vous disant qu'on va voir ça un peu plus tard. On a différentes manières de le voir. Alors, généralement, c'est assez simple. Quand un patient arrive en état d'hypertension portale avancée, on a énormément de données cliniques qui nous permettent de déduire ce diagnostic. L'ascite, normalement, vous êtes en capacité maintenant de m'expliquer pourquoi. La splénomégalie aussi. Hein, rappelez-vous le schéma, le foie ici, la veine porte, hop, la veine, tac, et ici, on a donc la rate. Et là, on a des stigmates d'une hépatopathie. Alors, les stigmates, ce sont des signes. Par exemple, on peut avoir un ictère. Un ictère, ça voudrait dire que le foie ne remplit pas son rôle parce que, par exemple, il n'est pas suffisamment irrigué à cause d'une hypertension portale due à une diminution de la perfusion. D'accord? Les données endoscopiques. Endoscopique, ça veut dire qu'on va venir étudier l'intérieur des cavités. Et donc si on parle des cavités, tout à l'heure on a vu qu'on avait les varices œsophagiennes et gastriques, hein, parce qu'on a dit que c'était au niveau du tiers inférieur de l'œsophage et du cardia. Donc voilà, c'est dit ici, au niveau du cardia ou la grosse tubérosité. Donc, généralement, on s'en rend compte comment? Parce que le patient va avoir des hémorragies. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, on a oublié de le dire tout à l'heure, les varices, comme on l'a dit, elles étaient utiles lors de l'embryogenèse. Et donc, elles sont très fragiles. Et lors de l'hypertension portale, on va avoir une grosse pression dans ces petites veines qui sont fragiles et donc qui auront tendance à saigner. Et le saignement de ces varices sont la première cause de mortalité de cette hypertension portale. Donc le patient va venir parce que soit il va retrouver du sang qui sera digéré, on parle de méléna, d'accord? Donc il y a du sang au niveau de son estomac, il va être digéré tout le long du tube digestif et ensuite il va ressortir sous forme noire parce qu'il a été digéré. Ou alors, dans le cas d'une hémorragie abondante, on aura une hématémèse. C'est quoi une hématémèse? C'est le fait de vomir du sang. D'accord? Donc, hémorragie digestive, gastropathie hypertensive. Donc, si on a une augmentation de la pression, on va avoir un égorgement de sang, donc une accumulation de sang au niveau des différents vaisseaux et notamment au niveau de l'estomac, donc gastropathie hypertensive avec une hypertension au niveau des vaisseaux de l'estomac. Donc dilatation des petits vaisseaux de la muqueuse gastrique, ce qui fait mal. Des varices ectopiques, donc les varices, on a dit que généralement on les retrouve au niveau de l'œsophage et du cardia, mais on peut les avoir au niveau duodénal, jéjuno-iléal, colique ou rectal. Rectal, on a dit que c'était les hémorroïdes. L'échographie abdominale, donc tout à l'heure, on avait un schéma et on a dit que en avant, donc en amont de la veine porte, donc dans le cas d'un bloc infrahépatique, donc ici on a le foie, là ici on a la veine porte, on va avoir une dilatation, d'accord? Donc ici, à l'échographie, on va pouvoir
observer cette dilatation. Si la veine porte a un diamètre supérieur à 12 mm, donc 13, supérieur ou égal à 13, on est sur le diagnostic d'une hypertension portale. Si on a une ascite, d'accord, l'acide, comment est-ce qu'on pourra la voir? On sait que le liquide à l'échographie est anéchogène, donc on va avoir cet aspect-là à l'écho. La splénomégalie, ça va être une rate qui sera augmentée de taille. Donc tout ça, ça va être des choses assez simples à observer à l'écho. L'écho Doppler, c'est quoi? Ça va nous permettre d'étudier les flux sanguins. Donc c'est l'examen de référence qui va permettre de préciser la vitesse et la direction du flux porte. Donc quand on va avoir une gêne à l'écoulement du sang vers le foie, donc l'hypertension portale, on va avoir soit une diminution de la vitesse, et dans certains cas, on peut avoir un flux qui, au lieu d'aller dans ce sens, va aller dans l'autre sens parce qu'il n'arrive pas à passer. D'accord? On peut rechercher une thrombose. Donc, par exemple, à ce niveau-là, si on vient mettre notre Doppler, on va voir ici qu'on a une stagnation, que ça ne bouge pas parce qu'on rappelle que le Doppler nous permet d'étudier les mouvements du sang. Donc, si ça ne bouge pas ici, c'est qu'on a une thrombose. Et on va explorer les veines sus-hépatiques lorsqu'elles ne sont pas parfaitement visibles. Donc si on a du mal à voir les veines sus-hépatiques, on va essayer d'étudier le mouvement du sang dans ces veines-là. Ok. Les complications, ascites, surtout les cirrhoses avec insuffisance hépatocellulaire, je l'ai expliqué tout à l'heure, on répète, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une diminution de la sécrétion des protéines qui ont un rôle dans la pression oncotique. Les hémorragies digestives, souvent hautes par rupture des varices œsophagiennes parce qu'on a dit qu'elles étaient fragiles et donc qu'elles pouvaient facilement saigner. Les encéphalopathies hépatiques. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Depuis le début de la vidéo, je répète qu'on peut avoir au niveau du foie, lorsqu'il fonctionne correctement, une détoxification. Si ça n'est pas le cas, lors d'une maladie hépatique par exemple, on va avoir une accumulation dans le sang de substances toxiques qui sont normalement éliminées par le foie. Et donc, si elles ne sont pas éliminées, elles vont être dans la circulation systémique et elles peuvent atteindre le cerveau. D'accord? Et donc, on va avoir une encéphalopathie, encéphale, donc relatif au cerveau, pathie, maladie, hépatique, parce que c'est à cause du foie. On peut avoir un trouble de la conscience qui peut aller d'une somnolence jusqu'au coma, donc c'est l'évolution logique. D'accord? L'hypersplénisme qui nous cause thromboponie, leucopénie et anémie. Alors celui qui arrive à trouver la réponse, the start of B, c'est un crack. D'accord? Mettez pause, tapez en commentaire, celui qui a la réponse, c'est un crack absolu. Alors pourquoi on va avoir un hypersplénisme? Parce qu'en fait, l'hypersplénisme, on va avoir une augmentation du volume sanguin, ça on l'a expliqué, qui va nous donner une splénomégalie. Et la rate, elle est bête et disciplinée. Donc si on lui donne beaucoup de sang, elle va travailler beaucoup, d'accord? Sa fonction va augmenter parallèlement à l'augmentation du volume. Et elle va détruire des cellules qui sont parfaitement normales, d'accord? Donc on commence toujours par la thrombopénie qui sera suivie d'une leucopénie et d'une anémie. D'accord? Mais la première à se déclarer, c'est la thrombopénie, parce que les plaquettes sont celles qui vont diminuer en premier. Ok? Le syndrome hépatorénal, ça c'est un élément important qui tombe dans les QCM. Donc vasodilatation artérielle associée à une stimulation des mécanismes vasoconstricteurs généraux et locaux entraînant une rétention d'eau et de sodium. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc au niveau systémique, on a une vasodilatation. Mais le rein, lui, il ne supporte pas ça. Il essaye de faire une vasoconstriction parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, à défaut, vu que le corps a décidé qu'il y a une vasodilatation, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il n'arrive pas à faire cette vasoconstriction, il va uniquement faire une rétention d'eau et de sodium. D'accord? On aboutit donc au syndrome hépatorénal. Le syndrome hépatopulmonaire, c'est à peu près la même chose. Donc, au niveau des poumons, pour avoir un bon échange de gaz, on a besoin d'avoir une vasoconstriction. Et pourtant, on est en vasodilatation. Donc, on va avoir, pareil, le même phénomène. Tentative de vasoconstriction avec vasodilatation systémique. Donc, le syndrome hépatopulmonaire se caractérise par une hypoxémie due à une vasodilatation pulmonaire excessive, responsable d'échanges gazeux anormaux. Donc, normalement, on doit avoir une vasoconstriction pour avoir de bons échanges gazeux, mais là, à cause de la vasodilatation systémique, on ne peut pas avoir ça. On est donc sur un syndrome hépatopulmonaire.
Voilà, ça c'est la même chose. Alors ça, c'est des méthodes d'exploration, mais qui ne sont plus réellement utilisées parce que, logiquement, si un patient vient vous voir, soit vous avez des signes cliniques qui sont donc les anostomoses, qui peuvent soit être directement visibles, comme les veines sous-cutanées, ou alors une ascite, ou alors à l'endoscopie, on peut observer les varices œsophagiennes. On peut utiliser aussi les moyens de diagnostic radiologique avec le Doppler ou l'échographie, qui sont des techniques non invasives. Là, on va utiliser un cathétérisme, d'accord? Donc là, cathétérisme portal par voie percutanée transhépatique. Donc on va venir vraiment piquer au niveau du foie, se mettre au niveau de la veine porte ou d'un des troncs portes pour pouvoir déterminer la pression. Donc c'est une technique barbare qui n'est plus utilisée de nos jours. Là, cathétérisme veineux sushépatique, c'est à peu près le même principe, mais au lieu de venir piquer au niveau du foie, on va venir d'abord se glisser au niveau d'une veine jugulaire, par exemple, ou fémorale, donc côté droit, pour aborder une des veines hépatiques et mesurer la pression. D'accord? Là, on peut faire exactement la même chose, mais au niveau des varices œsophagiennes. Mais encore, je me questionne sur l'utilité de cette chose, parce qu'à partir du moment où on peut observer des varices, on a notre diagnostic. Donc à quoi bon vouloir faire un calcul des pressions? Bref, donc ici on fait la même chose. Par contre, on va injecter du produit sclérosant ou faire une ligature pour éviter une hémorragie. Donc la ligature, c'est quoi? C'est comme venir faire un nœud pour éviter que ça saigne. Et le produit sclérosant, c'est pareil, c'est le même mécanisme. Donc c'est comme de la colle, si vous voulez, pour éviter que le vaisseau s'ouvre juste après avoir pris la mesure de la pression. Donc là, on refait un petit tour sur l'échographie Doppler, recherche des signes indirects de l'hypertension portale. Vous avez remarqué que dans ce cours, il y a énormément de redites, mais c'est pas mauvais, ça nous permet de répéter, de mieux retenir. Donc l'acide, on a dit, à l'échographie, il apparaît hypoéchogène ou anéchogène. Dilatation de la veine porte, donc tout à l'heure on avait dit que la veine porte, normalement, elle ne doit pas dépasser les 12 mm. Donc elle est anormale quand elle est supérieure ou égale à 13 mm. La longueur splénique, donc si on a une splénomégalie ou pas, et la vitesse maximale. Donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans le cas d'une hypertension portale, on peut avoir soit une diminution de la vitesse, ou alors on peut avoir ce qu'on pourrait décrire comme un reflux, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans ce sens, donc vers le foie, le sang pourrait aller dans le sens inverse afin de trouver un moyen de sortie. Voilà, mesure de débit sanguin azygos. Tout à l'heure, on a parlé du système azygos, donc estimation du degré d'hypertension portale par le débit sanguin de la veine azygos. Si le débit est augmenté, ça veut dire qu'on a du sang qui parvient à cette veine. D'où est-ce qu'il lui parvient? Notamment des varices œsophagiennes qui sont drainées au niveau de la veine azygos, puis de la veine cave supérieure. Ok? Voilà, ça ce sont des détails si vous voulez les voir de votre côté. Moi je n'y accorde pas une grande importance. Le scanner, évaluer donc l'œsophagographie au scanner. Donc on va prendre l'œsophage et on va l'étudier au scanner. Évaluer dans les diagnostics des varices œsophagiennes avec une bonne spécificité et une bonne sensibilité, mais nécessite la mise en place d'une sonde nasogastrique afin de réaliser une insufflation de l'œsophage. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'insufflation, ça veut dire qu'on va venir, si vous voulez, envoyer de l'air au niveau de l'œsophage, parce que vous savez que l'œsophage, quand il n'est pas occupé, par exemple par le bol alimentaire, il est collabé, d'accord? Il est refermé sur lui-même, et donc son étude sera compliquée. Donc on va envoyer de l'air afin de le faire gonfler, d'accord? Et une fois qu'il est gonflé à ce niveau-là, donc, on va venir l'étudier. On dilate la lumière œsophagienne, d'accord? Pour mieux l'étudier. Les marqueurs biologiques. Alors, plusieurs marqueurs biologiques de fibrose ont été étudiés pour le diagnostic de l'hypertension portale et les varices œsophagiennes. Les marqueurs indirects de la fibrose, l'albumine, la prothrombine, les gamma-globulines, etc., les plaquettes, donc tout ça, ça sera diminué. L'albumine, gamma-globuline, prothrombine, tout ça, on sait pourquoi, parce qu'on est dans une insuffisance hépatocellulaire. Donc on n'a pas cette sécrétion
par les cellules du foie. Les plaquettes, on a dit, c'est la rate. D'accord? La rate qui va être gorgée de sang, qu'est-ce qu'elle va faire? Bête et disciplinée. Beaucoup de sang, je détruis. Et donc, c'est d'abord les plaquettes qui souffrent en première. Ensuite, on a les leucocytes et les globules rouges. Les marqueurs directs de la fibrose, et là, on fait appel à vos connaissances de début de vidéo. J'espère que vous les avez encore. L'acide hyaluronique, la laminine, qui sont des marqueurs de la matrice extracellulaire et qui signifient qu'on est sur une fibrose. Si on a ces marqueurs, c'est qu'on a de la fibrose. Les marqueurs directs, donc voilà, c'est de la redite. Marqueurs indirects, les taux de plaquettes, d'accord, qui vont être diminués, prothrombine aussi. Les scores de fibrose, donc ça on l'a vu en biochimie, donc c'est un score qui va nous permettre de voir si on a une fibrose hépatique élevée ou pas. Et ça, le fibroscan, qu'est-ce que c'est? Alors ne vous faites pas berner par cette appellation là, scan, parce qu'on est bien sur de l'échographie, qui va nous permettre de mesurer l'élasticité. Alors encore une fois, essayez de vous rappeler des informations de début vidéo. On a dit que lorsqu'on va avoir un remodelage, donc un remodelage de l'architecture après la fibrose, on perd l'élasticité et on va gagner une structure un peu plus dure, d'accord? Et donc avec ce fibroscan, on va pouvoir quantifier l'élasticité du tissu hépatique. S'il est élastique, c'est bon signe. S'il est un peu plus dur, c'est qu'on est sur une fibrose un petit peu plus développée. Et c'est comme dans nos cours de sciences, à l'époque, quand on étudiait les séismes, plus une onde progresse rapidement, plus le milieu dans lequel elle progresse, est dur. D'accord? Donc plus on va vite, plus c'est dur. D'accord? Voilà. La conclusion, personne ne la lit jamais, donc moi non plus. Voilà. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, que vous avez bien compris. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. J'espère que ça vous a apporté des informations. Et à bientôt, Inch'Allah. Ciao.